Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du risque cyber pour les industries. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de risque cyber? On parle de hameçonnage ou phishing, comme on dit, c'est-à-dire une entrée frauduleuse dans les systèmes d'information de l'industrie. Il peut s'agir aussi d'ingénierie sociale, c'est-à-dire la mise en place d'un dispositif par lequel on amène l'entreprise à effectuer des virements sur des comptes fictifs et frauduleux. Il peut s'agir aussi de cryptage, un virus qui crypte vos fichiers et qui demande une rançon en échange d'un décryptage. Et plus grave encore, il peut s'agir parfois de sabotage, c'est-à-dire un virus qui carrément détruit les données sur les ordinateurs de votre entreprise. Alors, en réalité, on peut distinguer assez utilement deux types de risques cyber. Le risque cyber, en quelque sorte, de la vie quotidienne, qui est relatif à des petits accidents opérationnels dont le coût est limité, avec des coûts de récupération de données qui sont limités. Et puis, beaucoup plus grave, il y a une forme de risque cyber extrême qui se matérialise en cas de cyberattaque réussie, c'est-à-dire d'intrusion malveillante dans les systèmes informatiques. Et dans la suite de ma présentation, je vais plutôt m'intéresser au risque cyber extrême. Le premier est un risque opérationnel courant. Le deuxième, comme on va le voir, a des conséquences graves, voire très graves. Alors concrètement, à court terme, quand il y a une cyberattaque qui est réussie, il y a tout un ensemble de coûts directs qui sont immédiatement supportés par l'entreprise cible. Le premier coût direct, c'est en cas d'inaccessibilité du système d'information, vous pouvez avoir un ralentissement de la production, voire un arrêt de la production. Et évidemment, c'est un cas de figure qui est immédiatement très coûteux pour l'industrie cible. Mais les coûts ne s'arrêtent pas là. Il peut y avoir, et de fait, il y a des frais de recherche des causes informatiques de l'incident qui peuvent être assez élevés. Il peut y avoir aussi des frais de reconstitution de données, quand des données ont été perdues. Dans le cas de perte de données à caractère personnel, il faut notifier les administrations. Là aussi, cela engendre un certain nombre de frais administratifs, de frais de notification administrative, des enquêtes administratives qui sont aussi à la charge de l'entreprise. Et puis les choses ne s'arrêtent pas là. S'il y a des pertes de données confidentielles qui concernent des tiers, la responsabilité civile de l'industrie peut être engagée. Il peut y avoir des procès avec les frais d'avocat afférents. Et cela, je dirais, c'est encore la face émergée de l'iceberg. J'insisterai sur les questions de vol de propriété intellectuelle. Il y a dans la littérature académique un certain nombre d'enquêtes statistiques qui ont été réalisées sur quelques milliers d'accidents cyber dans les industries aux États-Unis. Et ce que montrent ces études statistiques, très récentes d'ailleurs, c'est que les entreprises qui sont le plus souvent cibles de cyberattaques, ce sont plutôt des entreprises qui ont pas mal de liquidités, qui ont une forme d'aisance financière et surtout qui détiennent des actifs incorporels. Dans le vol de propriété intellectuelle, vous avez l'accès à des informations qui donnent un avantage compétitif à une industrie. Alors, je prends un exemple qui a été repris par l'entreprise de courtage en assurance E.ON, donc c'est un exemple public. Il s'agit d'une entreprise de détecteurs de métaux australienne. Un de ses cadres fait un voyage en Chine. Son ordinateur se fait hacker via le système Wi-Fi de l'hôtel et commence à apparaître quelques mois plus tard des produits concurrents du détecteur de métaux et évidemment vendus beaucoup moins cher. L'entreprise australienne a dû engager des frais considérables de recherche de l'incident informatique et a dû baisser ses prix pour rester compétitif. Résultat, son résultat net est passé de 45 millions de dollars l'année précédant l'attaque à 9 millions de dollars l'année suivant l'attaque. Comme vous le voyez, c'est un risque opérationnel massif quand il se manifeste sous sa forme extrême. Il y a des cas encore un peu plus compliqués qui apparaissent quand il y a des pertes de données à caractère personnel ou des pertes de données à dimension financière. Quand vous avez des pertes de données à caractère personnel, il faut les notifier aux administrations qui peuvent vous appliquer une sanction au moins administrative, puisque en droit français et européen, l'industrie, les possesseurs de systèmes d'information ont une obligation de préserver la sécurité des données personnelles. Il y a une grande chaîne hôtelière internationale qui avait racheté une entreprise cible
Et il y avait un hacker dans cette entreprise cible qui a remonté les systèmes d'information vers la maison mère. Et 2 ans plus tard, il a rendu public des millions de données personnelles sur les clients de cette chaîne hôtelière. Amende fixée par la Commission européenne, 120 millions d'euros, qu'ils ont réussi après transaction à ramener à 30 millions d'euros. Mais comme vous le voyez, on n'est pas dans des petits chiffres. Et puis, la perte de valeur qui est associée à la perte de données, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque ce qui est le plus coûteux, c'est la perte de réputation. Il y a des enquêtes et des études académiques qui montrent qu'une entreprise qui a été hackée, son cours de bourse va baisser. Et la perte de valeur pour les actionnaires peut être élevée. On estime généralement que la perte de capitalisation boursière d'une entreprise cotée est 10 fois plus élevée, en milliards d'euros ou en centaines de millions d'euros, que les frais directs liés à la cyberattaque auquel j'ai fait référence il y a quelques minutes. En plus, quand vous avez été hacké et rançonné par un cyber-hacker, votre rating de crédit peut se tasser, votre chiffre d'affaires peut progresser moins vite. On a des sources statistiques pour cela. Alors, le scénario noir ne s'arrête pas là, parce que, à vrai dire, le risque cyber, il peut largement dépasser l'entreprise cible. Il peut devenir systémique et concerner l'ensemble d'une économie, voire plusieurs économies de plusieurs pays. Alors cela, c'est d'autant plus vrai que l'économie se numérise, les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus étroitement reliées, il y a des interfaçages entre des systèmes informatiques, entre les maisons mères, les filiales, avec leurs fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement. Le cloud computing est une activité qui est prise en charge par un nombre d'acteurs très petit. Les protocoles sont souvent les mêmes. Bref, dans le cyberespace, il devient de plus en plus facile de se mouvoir. D'où le fait qu'une entreprise qui a été victime d'un virus informatique peut le transmettre assez rapidement à beaucoup d'autres entreprises. Alors, les premiers virus qui ont une dimension mondiale datent d'une vingtaine d'années. Le premier s'appelait Melissa. En fait, c'est pas si gentil que ça. Melissa, c'était le premier virus de masse aux États-Unis qui a contaminé des millions de PC. Un autre exemple, c'était I Love You en 2000, qui là aussi a contaminé des millions d'ordinateurs. Et plus récemment, en 2017, on a eu 2 cyberattaques absolument massives au niveau mondial. Le premier, c'était un virus qui s'appelait WannaCry en mai-juin 2017. Il a piraté plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays différents. C'était un virus de hameçonnage, donc le système de santé britannique qui a été attaqué, les chemins de fer allemands, et puis les usines Renault en France. Donc vous voyez, ça concernait beaucoup de gens. Et puis le plus méchant, c'était NotPetya en 2017, qui était un virus qui a attaqué beaucoup d'entreprises ukrainiennes, en l'occurrence. Mais il n'y avait pas que des entreprises ukrainiennes. Et la principale victime en France, c'est Saint-Gobain, qui a déclaré une perte associée de 250 millions d'euros. Alors, face à ce risque cyber, quelle est la réponse des assurances? Parce qu'effectivement, le raisonnement habituel consiste à dire, si j'ai un risque qui a une probabilité d'occurrence estimée par la littérature de 0,5% par an, donc en moyenne, on peut estimer qu'à partir d'une certaine taille d'entreprise, le risque de cyberattaque réussie est de l'ordre de 0,5% par an. Ça n'est pas énorme, mais ça n'est pas négligeable, surtout quand vous connaissez les coûts associés à une cyberattaque réussie. Donc c'est typiquement le genre de risque dont on aimerait pouvoir se protéger. Alors il se trouve que quand suite à une cyberattaque, vous avez des dégâts dans les machines, votre contrat multirisque couvre les dégâts qui ont été apportés à des machines, si c'est le cas, mais vous pouvez souscrire des polices d'assurance cyber qui couvrent les dommages liés à l'altération des données et ou du système informatique. Alors, il faut être conscient de 2 choses là-dessus. C'est que les contrats de risque cyber, qui commencent lentement à se développer dans le secteur de l'assurance, ils ne couvrent pas nécessairement tous les coûts associés à une cyberattaque réussie. Déjà, ils ne couvrent pas les sanctions pénales, puisque les assureurs ne couvrent pas des sanctions pénales. Et la question se pose de savoir si un assureur peut vous assurer contre les sanctions administratives. Comme je l'ai cité tout à l'heure, ça peut se compter en dizaines de millions d'euros. Et puis surtout, il y a quelque chose qu'un assureur ne peut pas couvrir, c'est la rançon. Si on vous demande une rançon, vous ne pouvez pas être assuré contre cette rançon, puisque, a priori, ça tombe sous le coup de la loi pénale de participation au financement du terrorisme. Donc si un cyberhacker vous demande une rançon, vous ne serez pas assuré contre cette rançon. Alors en conclusion,
le risque cyber, il est vraiment réel pour les industries. Il ne faut pas le négliger. Les industries sont des productrices de données absolument considérables avec l'Internet des objets, avec les capteurs, les senseurs, les dialogues machine-to-machine, avec l'intelligence artificielle, avec le cloud computing. Nos industries sont des productrices massives de données numériques. Le risque cyber, c'est, comme on l'a compris, un risque de pointe, avec des effets multiples et particulièrement toxiques quand il se manifeste sous forme d'une cyberattaque réussie. La couverture assurantielle, elle est possible, mais elle n'est pas complète, elle restera partielle, vous ne pouvez pas être remboursé d'une rançon. Et donc au final, à minima, il est important d'investir dans la prévention. Le facteur humain est clé dans ce genre de situation. Et puis, il peut être aussi pertinent de réfléchir à souscrire à une police d'assurance cyber.